Arabelle Bien-être. 9h-10h, Arabelle Bien-être avec Manel sur Arabelle. Jaouni Lillah, Chaouri, magnifique chanson. Et on se retrouve pour notre rendez-vous quotidien 100% bien-être 9-10h sur Arabelle. Aujourd'hui, je reçois la magnifique Madame Claudia Jiménez, consultante, coach et formatrice spécialiste du bien-être au travail. On va parler de recrutement. Choisir un bon candidat pour un poste. Aujourd'hui, on va voir les paramètres qui rentrent en considération pour choisir un candidat pour un poste. Ce n'est pas une émission destinée uniquement aux employeurs, mais aussi pour les chercheurs d'emploi, voir quelles choses à améliorer peut-être sur votre CV, peut-être votre personnalité. Justement, la dernière fois, on s'est arrêté aux soft skills. On va vous expliquer ce que c'est. Je vous rappelle que vous pouvez toujours participer à l'émission en envoyant vos questions, vos réactions par SMS au 0488 106 800. Je répète, 0488 106 800. Bonjour Claudia et merci encore 1000 fois pour la danse. Merci Manel, bonjour. Bonjour à tous. Ça me fait merci super pour plaisir. l'accueil. Quel accueil magnifique. C'est toujours un plaisir de vous recevoir Claudia. Je vous ai dit avant de commencer cette émission que le contact humain me manque, donc je fais tout souvent mes émissions par Skype et le fait de vous recevoir aujourd'hui sur place, ça me fait énormément plaisir. Bah, c'est partagé. Et en plus j'adore votre énergie. Ouais, et j'adore comment vous dansez aussi Claudia, parce que vous dansez super bien. Et c'est faux ce qu'on disait aussi, parce que les danses nos danses, je les publie souvent sur mes stories Instagram. Et donc les gens oublient l'émission et retiennent les danses. Oui, c'est ça. Ils m'ont dit tu vas danser, Arabelle. Alors aujourd'hui Claudia, c'est la suite de choisir un bon candidat pour un poste. On avait déjà fait une émission, on avait dit beaucoup de choses. On s'est arrêté aux soft skills, si vous permettez. Et Claudia, vous avez dit qu'il ne faut pas choisir un candidat sur base de son CV uniquement, ou ses compétences techniques, ou si on peut dire son savoir-faire. Mais il y a aussi les soft skills. Est-ce que vous pouvez nous rappeler ce que c'est, s'il vous plaît? En tout cas, oui, on a dit que uniquement le CV et les compétences techniques, il fallait aller au-delà. Et aujourd'hui, c'est très à la mode. On entend beaucoup parler de soft skills, de compétences douces traduites littéralement. Donc ces soft skills, c'est quoi? Ce sont des compétences aujourd'hui extrêmement importantes, parce que ce sont des compétences transverses, Oui. C'est-à-dire que au-delà des compétences techniques, c'est des choses qu'on met en place, comme la pensée critique, la créativité, la capacité à négocier, c'est là se mettre à la place de l'autre aussi. Donc rappelez-vous, on avait parlé de l'intelligence émotionnelle. Et on avait eu cet échange où, je vous disais que j'étais assez surprise aujourd'hui de voir que de plus en plus beaucoup d'employeurs mettaient, et même dans la littérature, en avance des choses comme l'empathie en soft skills. Et le point, en tout cas mon point d'attention, était et est de dire, pour ce qui est des soft skills, définissez-les. Vraiment, c'est important de définir, et aussi, surtout, de les prendre en compte, de les mesurer et d'aider à les développer. Donc, c'est-à-dire que, par exemple, pour revenir à l'empathie, ce qu'on disait la dernière fois, je trouve, moi, extrêmement compliqué. Les soft skills, ce n'est pas définissent pas votre personnalité, d'accord? Ça définit un comportement. Des qualités relationnelles, des manières de faire, et donc l'empathie, pour moi, c'est plus compliqué de dire vous êtes empathique, c'est bien, c'est pas bien. Déjà, c'est une étiquette, mais surtout là, du coup, c'est vraiment un trait de personnalité. Comment est-ce qu'on mesure, par exemple, l'empathie? C'est extrêmement difficile. Retenez de la dernière fois que les soft skills sont des choses qui, alors on peut être prédisposé, mais ce sont des choses qui peuvent s'apprendre. Il y a des techniques pour développer ces soft skills. À partir du moment où il y a des techniques et où ça peut s'apprendre, ça peut aussi bien se mettre en pratique et se mesurer. Donc c'est très différent de la personnalité de ce qu'on est. Et c'est vrai, Claudia, vous avez dit définir les soft skills. Les offres d'emploi qu'on voit actuellement, la plupart, ce n'est que mon avis, une fois vous me corrigez peut-être, les compétences techniques, on va dire, ils sont bien détaillées. Des fois, presque toutes les offres d'emploi se ressemblent, alors que le poste n'est pas le même. Et quand on parle de soft skills, des fois, c'est toujours la même chose. C'est être polyvalent, résister au stress. Oui. Et vous voyez ce que je veux dire, Claudia? C'est toujours la même chose et les offres d'emploi se ressemblent. On dirait que c'est le même profil recherché partout.
Oui, parce que, alors là c'est une analyse personnelle, donc on ne recherchait pas beaucoup ce type de compétences par avant. Donc maintenant, c'est vrai que c'est un petit peu générique. Je soupçonne, quand on met empathie, justement, pour revenir à l'empathie, qu'on parle plus d'intelligence émotionnelle et de capacité à identifier chez soi-même ses émotions et chez l'autre, plus que de empathie, de profil empathique. Donc oui, quand je dis définissez, c'est à définir, et en tout cas pour le candidat, parce que c'est important pour lui de savoir exactement ce qu'on attend de lui, pour l'entreprise en général et pour l'intégration du candidat dans l'entreprise, et aussi pour pouvoir, oui, justement, mesurer par la suite. Claudia, c'est une question que je me pose. Est-ce que l'offre d'emploi, parce qu'il y a aussi des gens, des plus, je crois, que des chercheurs d'emploi qui nous écoutent que d'employeurs, hein, statistiquement parlant, peut-être c'est ça. Hein. Donc Claudia, est-ce que l'offre d'emploi peut déjà me donner une idée sur l'employeur? Parce qu'on cherche un candidat qui va aller faire une recherche sur l'entreprise, sur le passé de l'entreprise, mais est-ce qu'il y a réellement un travail qui a été fait et une vraie recherche pour faire les offres d'emploi? Est-ce que ça, rédiger, je veux dire, les offres d'emploi, est-ce que l'offre d'emploi peut me déjà donner une idée sur l'employeur? Alors, c'est délicat parce que beaucoup de sociétés outsourcent cette partie-là, c'est-à-dire que ce sont des sociétés externes qui choisissent les canaux, qui rédigent les offres d'emploi. Donc se baser uniquement sur la rédaction de l'offre d'emploi, c'est délicat, mais évidemment que ça donne, parce que les informations viennent quand même de l'employeur. Donc oui, quand vous voyez uniquement décrit, voilà, on recherche bac+5, 20 ans d'expérience. La fameuse expérience, hein, Claudia, c'est incroyable. Voilà, balancé par rien d'autre, oui, ça donne quand même une idée, parce que même si c'est outsourcé, les informations sont données par l'entreprise. Donc, ça vous donne une idée de l'entreprise qui recherche. Oui. Avant de prendre la question de Sarah sur Instagram, Claudia, aussi un petit rappel, en combien de rendez-vous d'entretien d'embauche une décision doit être prise, le candidat doit être choisi? Oui, donc ce qu'on a dit, c'est qu'un processus trop long, donc n'est pas idéal ni pour le candidat ni pour l'entreprise. On a vu ça la dernière fois pour différentes raisons, entre autres d'efficacité, mais aussi potentiellement de perdre les bons candidats. Maintenant, en combien de temps? Moi, je pense qu'il est important de, malgré tout, prendre le temps de voir toutes les parties prenantes dans le processus, c'est-à-dire pas uniquement le département RH, mais aussi les personnes, voilà, son manager direct éventuellement, peut-être aussi pour les soft skills quand ils sont extrêmement importants, si c'est pour un poste managérial, de passer par des tests ou par des jeux de rôle. Donc combien d'entretiens? J'ai envie de dire suffisamment, 3 au minimum. Parfois il faut aussi départager des candidats. 3 au minimum. Alors, 5, 6, c'est pas beaucoup, Claudia? Mais encore une fois, ça dépend. Si le 5e ou le 6e est pour départager, que c'est par exemple avec vos collègues directs, ça arrive, il y a des entreprises pour départager des candidats, ou qui tiennent à mettre dans leur processus de recrutement un point de contact avec, si vous intégrez une équipe par exemple, avec les gens avec lesquels vous allez travailler. Ça peut avoir, pour le candidat aussi, ça peut être intéressant de voir, voilà, sur le terrain, de voir les gens avec lesquels il va travailler. Ça dépend un peu le poste, hein. Vraiment, j'ai envie de dire, ça dépend D'accord, ça dépend le poste. Oui, ça dépend vraiment le poste. C'est magnifique. Là, la question que j'ai envie de poser à mes auditeurs, en combien de rendez-vous, d'entretien d'embauche, vous trouvez que c'est un peu trop? Est-ce que c'est 3? Est-ce que c'est 4? Parce que moi, pourquoi j'ai souri quand vous étiez en train de parler, Claudia? Parce que moi, une fois, au bout du 4e entretien d'embauche, j'ai dit non, je ne veux plus ce poste, j'en avais marre. Mais enfin, si vous voulez mon avis personnel, ça dépend aussi de la qualité de l'entretien. Si on vous fait revenir parce que vous sentez que c'est long, qu'on
vous pose les mêmes questions, que c'est uniquement basé sur la grille, ou pire, si vous sentez que c'est parce qu'on hésite et on vous fait encore voir quelqu'un parce que personne n'arrive à décider, ça peut donner aussi l'impression, à juste titre ou pas, qu'il y a plein de gens qui décident et que le processus décisionnel en interne. Donc là, évidemment, j'ai envie de dire, au bout de 3 entretiens, ça devient long parce que ça n'amène rien. S'il n'y a pas de feedback, si on vous tient pas au courant, si dans le temps, donc voilà, ça c'est quand même des indicateurs aussi sur la manière probablement dont va se passer le travail par la suite, quoi. Magnifique. J'adore votre réponse, Claudia. Donc, j'attends aussi la réaction de mes auditeurs. Vous pouvez aussi nous raconter vos expériences pendant les entretiens d'embauche au 0488 106 800. 0488 106 800. Maintenant, on va parler, Claudia, des paramètres à prendre en considération pour recruter un candidat. Comment le choisir? Ici, Sarah, sur Instagram, elle dit bonjour Manel. Pour moi, ce qui est important, donc, elle dit la confiance et l'estime de soi. Qu'est-ce que vous en pensez? Je pense que Sarah a tout à fait raison. J'allais venir là-dessus. Vous me demandiez les paramètres. Là, c'est le point de vue de l'employeur. Pour répondre à Sarah et prendre le point de vue du candidat, c'est effectivement, j'adore. Enfin, voilà, merci Sarah. C'est la confiance en soi. On parlait la dernière fois, est-ce que c'est bien ou pas de gonfler son CV? Oui. Et on disait, évidemment, quand on choisit la première étape, un CV plus gros, ça rassure les employeurs et ça passera malheureusement peut-être dans la majorité des cas comme une priorité. Après, gonfler son CV, enfin, vous voyez, l'entretien, c'est vraiment basé, elle a raison Sarah, sur la confiance et l'estime de soi. C'est-à-dire, cette reconnaissance qu'on a, c'est d'être certain de ses capacités, d'être certain et de se dire, oui, ce poste-là, il est pour moi, et en vérité, d'aller se positionner pour le poste et non pas se vendre. On parle du marché de l'emploi, voilà encore un terme. On a parlé la dernière fois de recrues, de ressources. Je vous ai dit, moi, ce sont des mots qui m'interpellent. Le marché de l'emploi, ça m'interpelle aussi. Donc, si on est dans cette position où on va se vendre à tout prix, on va gonfler, on va peut-être moins on est sûr de soi et moins on est confiant en soi, plus on va être dans une position un peu de voilà, je me vends, et au final, moins dans la discussion, moins dans le positionnement de prenez-moi parce que voilà ce que je peux ajouter. On aura probablement moins de questions pour l'employeur aussi parce qu'on va être plus réactif, moins sûr de soi. Donc oui, tout à fait, c'est vraiment extrêmement important. Allah sur Instagram, Allah, je crois, c'est Allah ou Allah sur Instagram, elle dit, au bout du 5e entretien d'embauche, je peux déjà en avoir marre, et elle dit, ça dépendra aussi du salaire. Donc si c'est le salaire en vaut la peine, elle peut encore continuer. Ben oui, enfin, au bout du 5e, je trouve ça déjà très c'est courageux. Oui, non, c'est déjà très courageux. Alors le salaire, oui, enfin, ça, à nouveau, ça dépend. Voilà, pourquoi est-ce qu'on cherche l'emploi? Je ne sais plus qui disait la dernière fois. Moi, j'ai engagé le plus beau, donc voilà, il y en a peut-être qui pourraient peut-être tenir 10 entretiens avec la même personne. Voilà, c'est un peu l'objectif. Alors, permettez-moi aussi de prendre cette question. Elle est intéressante parce que j'ai aussi eu le même cas plus ou moins, Claudia. Donc, c'est Yacine, il dit, pendant le premier entretien d'embauche, on m'a demandé si j'étais quelqu'un de loyal. Qu'est-ce que vous en pensez, Claudia? C'est une question qui revient souvent. Donc je ne sais pas comment s'appelle la personne? Yacine. Je ne sais pas ce que Yacine en pense. Moi, ça m'intéresserait de savoir comment il l'a perçu, comment il a reçu ça. Mais c'est une question assez classique et il n'y a pas de réponse toute faite, quoi. Honnêtement, je pense que c'est une bonne question dans le sens où la manière dont on la reçoit, on va répondre plus ou moins certaines choses. Et en tout cas, on va dévoiler certaines choses de sa personnalité, ce qui est pas mal, je trouve, comme question. Donc, si Yacine veut... Oui, et Yacine, si vous voulez réagir aussi. Oui. Claudia, la dernière fois, vous avez dit quelque chose de hyper important. Demandez à l'employeur ce qu'il veut dire par là. Je ne sais pas si c'était le fait d'être polyvalent ou autre chose, mais vous avez dit, demandez-lui ce que ça veut dire. Est-ce que ça veut dire rester travailler jusqu'à minuit, dépasser ses heures de travail, ne pas être toujours demander qu'est-ce que vous voulez dire par là? Peut-être lui poser la question, qu'est-ce que vous voulez dire par la loyauté, tout simplement?
Oui, voilà, c'est pour ça que je dis ça. J'aurais aimé connaître le ressenti pour voir la question exactement, mais ça vaut pour toutes les questions, hein, que ce soit, et j'ai envie de dire, en entretien de recrutement, dans la vie professionnelle et dans la vie privée. À partir du moment vérifier, je pense que je le répète souvent, mais vérifier la compréhension commune pour partir sur une bonne base dans la discussion et dans le dialogue. Magnifique. Donc, on attend votre réaction, Yacine. Claudia, on parle des paramètres à prendre en considération. Vous avez dit, c'est clair, le CV, voilà. Mais est-ce que aussi, je dois quand même regarder le CV, Claudia, voir le niveau de formation du candidat, le parcours professionnel? C'est des choses à prendre en considération quand même. Bien sûr. Oui. Donc, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Je n'ai pas dit n'engagez pas sur base du CV et de l'expérience. Je dis mais allez voir plus loin. Bien sûr, la base, c'est le CV, l'expérience professionnelle et les diplômes ou le parcours académique. Évidemment, ça va être la base comme paramètre. Donc, assurez-vous que ce soit clair dans votre CV. Encore une fois, la question de gonfler ou pas, moi, je me sens pas très à l'aise avec ça parce que, comme le disait Sarah, en termes de confiance en soi et d'estime lors de l'entretien, c'est plus compliqué à gérer. Mais par contre, assurez-vous que sur le fond et sur la forme, ce soit mis en évidence dans votre CV et pourquoi pas aussi pour chaque expérience. Ce que je vois souvent dans les CV, c'est pour l'expérience est décrite comme voilà ce que j'ai fait et rarement avec les résultats obtenus ou ce que ça a apporté. Magnifique. Et donc ça peut quand même mettre d'abord sur la personnalité, sur la manière de voir les choses, d'être plus orienté solutions et résultats. Et puis voilà, ça en dit un peu plus sur le parcours que juste sur. Vous savez, on peut pas attendre des employeurs. J'ai dit la dernière fois, essayer d'engager des rôles et pas des postes. Donc ça vaut pour les CV, quoi, de moins se présenter comme j'étais à tel poste plutôt que et au contraire dire voilà ce que j'ai fait, voilà ce que ça a apporté comme résultat. J'adore. C'est valable pour l'expérience. Ça dépend aussi, non pas de la durée de l'expérience, mais la qualité de l'expérience. Exactement. Très important ce que vous dites, Claudia. J'ai encore une question par rapport au fait de choisir un profil junior ou senior, mais ça va être juste après la pause. Restez avec nous. Vous êtes bien sur Arabelle. Arabelle Bien-être. 9h-10h, Arabelle Bien-être avec Manel sur Arabelle. On se retrouve après cette triste chanson de Kenji. Presque envie de s'endormir. Avec Claudia, on n'a pas pu danser, donc ça nous frustre. On est frustrés. Donc, on se retrouve pour notre rendez-vous quotidien à 100% bien-être, 9-10h sur Arabelle. Aujourd'hui, je suis la magnifique Madame Claudia Jiménez, consultante, coach, formatrice, spécialiste du bien-être au travail. Choisir le bon candidat pour un poste. Je vous rappelle que vous pouvez toujours participer à l'émission en envoyant vos questions, vos réactions par SMS au 0488 106 800, 0488 106 800. Sati sur Instagram, notre trésor d'Arabelle Manel. Merci Sati. Vous êtes adorable. Alors, je vais prendre aussi la question de Sarah, si vous permettez, Claudia. Donc, elle dit comment développer l'intelligence émotionnelle. Donc, elle, ce qu'elle veut dire par là, elle dit relation interpersonnelle, c'est-à-dire que l'on est obligé de travailler avec ses collègues que l'on n'apprécie pas. Ici, on est vraiment dans le cœur du bien-être au travail, avoir des collègues qu'on n'apprécie pas. Oui. Alors, développer son intelligence émotionnelle, c'est un vaste sujet, donc on pourra peut-être en reparler. Mais ce que j'ai envie de dire à Sarah, c'est vous n'êtes pas obligé d'apprécier et d'aimer les personnes avec lesquelles vous travaillez. Ce n'est pas forcément, toutes ne doivent pas. Souvent, on pense à on met des critères qui sont des critères presque personnels, et donc oui, il y a moyen de travailler et de bien fonctionner avec des gens qu'on n'apprécie pas forcément de manière personnelle. On parle pas des personnalités toxiques que vous aimez, mais l'étiquette, mais on n'est pas obligé d'apprécier tout le monde. Les gens avec qui vous travaillez ne sont pas vos amis. Donc l'intelligence émotionnelle, oui, ça se travaille, ça se développe, ça commence par une connaissance de soi. Ça commence d'abord par un travail sur soi, une bonne connaissance de soi, et puis il y a moyen de développer ça.
Et puis, je crois que l'idée ici aussi, Claudia, c'est de faire passer en premier lieu la réussite de l'entreprise ou alors le travail et non pas les relations. C'est-à-dire, je peux ne pas t'apprécier, mais c'est pas pour ça que je vais commencer à faire des choses qui vont nuire au travail, à l'intérêt de l'entreprise. Il y a un objectif au travail et l'objectif n'est pas de s'apprécier, l'objectif est un objectif concret de résultats à atteindre avec un mode de fonctionnement et effectivement, on peut travailler avec des personnes. Et c'est une parenthèse aussi, c'est ce que je me dis, Claudia, dans une entreprise, on est sur le même bateau. C'est-à-dire que si ça marche, ça marchera pour nous tous, et si ça ne va pas, tout le monde va couler. Oui. Bon, certains vous diront que si on est sur le même bateau, on ne pagaie pas toujours à la même vitesse, mais ça c'est... On va dire que c'est pas un bateau, on pagaille. C'est autre chose. Mais c'est vrai, voilà, on est un peu on est tous en entreprise sur le même bateau avec une direction en tout cas qui doit être donnée à suivre. C'est très important. Donc Claudia, la question que j'avais avant la pause, c'est par rapport au profil junior ou senior. Est-ce que Claudia, dans une entreprise, on préfère toujours les seniors uniquement parce qu'ils ont beaucoup plus d'expérience? Vous avez aussi dit, ce n'est pas l'expérience, ce n'est pas une question d'années, mais de qualité d'expérience. Oui, alors ça, encore une fois, ça dépend le poste, mais aussi la définition de senior. Vous savez, on peut avoir 50 ans et être junior à un poste. C'est-à-dire que la seniorité, après 10, 15 ou 20 ans au même poste, dans la même fonction ou à travailler sur les mêmes choses, on peut estimer qu'on a une seniorité dans la fonction. Après, ce qui est lié à l'âge, si c'est ça aussi la question, est-ce qu'on préfère des seniors ou des juniors? Je pense que vraiment ça dépend le domaine dans lequel on travaille. Idéalement, un mix des deux, c'est extrêmement bien, et pour l'expérience et pour ce que ça apporte d'innovation, mais ça dépend vraiment le domaine dans lequel vous travaillez. Magnifique. Est-ce qu'il y a aussi d'autres paramètres, Claudia, à prendre en considération pour recruter un candidat? Bien sûr, il y a d'autres paramètres donc il y a des paramètres, parce que d'autres paramètres que l'âge. Je ne sais pas si, parce qu'on dit l'expérience et la seniorité, bon, il y a quand même une différence entre seniorité et âge. Je ne sais pas si l'âge est quelque chose qu'il faut prendre en considération. En tout cas, soyez délicat quand vous partez sur l'âge, que ce soit du recrutement interne ou externe. Moi, je me souviens, alors je ne sais plus si c'était à 35, à 40, peut-être à 40 ans, que j'avais reçu du département RH une carte virtuelle qui me souhaitait joyeux anniversaire. Et le même jour, on me disait, bon, c'est super, à partir de maintenant, vous pouvez choisir votre chaise et on vous fait... Okay. Ah, c'est donc, limite vexant. Un petit peu délicat, c'est ça. C'est limite vexant. Je me suis posé la question, est-ce que c'est l'âge ou l'ancienneté? Non, mais oui, il y a une différence entre les deux. Les autres paramètres, donc autres que le CV, les aspects techniques, on l'a dit, tout ce qui est soft skill, mais aussi la motivation. Donc là, c'est important pour les candidats. Soyez non seulement confiants et sûrs de vous, mais aussi montrez votre motivation. Autre paramètre à prendre en compte, selon moi, c'est le lien entre les compétences attendues et ce qui est mis dans le CV, donc de vérifier ça. C'est important aussi, là, un message pour les candidats, pour ceux qui recherchent du travail. Ça veut aussi dire que vous pouvez avoir de l'expérience, avoir un super CV, être calé dans votre domaine et à un moment ne pas correspondre forcément à l'entreprise. Ça ne veut pas dire que votre CV n'est pas bon, ça ne veut pas dire que vous ne seriez pas pris pour le même type de poste dans une autre entreprise. Ça veut juste dire que pour ce poste-là, il y a des compétences attendues qui ne correspondent peut-être pas aux éléments que vous allez mettre en évidence. Et puis, bien sûr, les prétentions salariales, quelqu'un l'a dit. Aussi, votre préparation, ça va être... on va tenir compte de la manière dont vous êtes préparé à l'entretien, de la façon dont vous allez réagir.
Voilà, ce sont les paramètres, à mon avis, principaux. Oui. Là, je vais vous raconter une histoire, Claudia, c'est par rapport à deux amis, d'accord ? Un ingénieur industriel et l'autre, il était encore en première année. Il avait même quitté l'université parce qu'il ne pouvait pas continuer. Les deux ont passé le même entretien d'embauche. L'ingénieur ne trouvait pas de travail parce qu'ils se sont vraiment deux amis et c'est une histoire réelle. Ne trouvait pas de travail, donc ils ont passé le même entretien d'embauche. L'ingénieur a été refusé. Et l'autre, en première année, qui n'arrivait pas à terminer ses études supérieures, il a été pris. Par la suite, au premier lieu, celui qui n'avait pas son diplôme, il pensait qu'il était même supérieur à l'ingénieur. C'est pour ça qu'il a été pris et il a vraiment pris un coup de confiance en lui et tout ça. Mais par la suite, en travaillant, il s'est rendu compte qu'on ne cherchait pas justement quelqu'un d'intelligent, ni diplômé, ni un décideur, ni quelqu'un qui prend des initiatives. On cherchait un suiveur. Et c'est ce qu'on lui demandait tout simplement. Donc, moi, c'est pour dire que ce n'est pas parce que vous avez été pris pour un poste que vous êtes meilleur que quelqu'un d'autre. Oui. Je souligne, c'est une question de profil. Exactement, c'est le contraire de ce que je disais, mais vous avez raison, ça va dans les deux sens. Ce n'est pas parce que vous n'êtes pas pris que vous n'êtes pas bon, et ce n'est pas parce que vous êtes pris que vous êtes le meilleur. Peut-être que dans d'autres circonstances, une autre. Donc le profil va jouer aussi. Magnifique. Alors Claudia, est-ce que c'est aussi un paramètre qu'on peut prendre en considération, les personnes qui vont collaborer ensuite avec le candidat recruté, c'est-à-dire je vais voir aussi les décideurs, les collaborateurs, les collègues, c'est un paramètre aussi à prendre en considération? Moi, il y a certaines entreprises le font et moi je trouve ça extrêmement intéressant. Beaucoup le font quand il faut départager des candidats, ça peut être une étape. Moi, je trouve ça extrêmement intéressant de pouvoir faire rencontrer les personnes avec lesquelles on va travailler, ne fût-ce que ne fût-ce que pour les soft skills, hein, par exemple. Voilà, c'est quelque chose qui peut être intéressant, mais pour le candidat aussi, ça donne quand même une bonne idée de l'équipe qui va intégrer. Ça lui permet d'avoir un peu plus d'informations sur de terrain, sur l'entreprise, sur l'organisation. Je pense que c'est pas encore suffisamment pratiqué aujourd'hui, peut-être pour une question de temps, mais personnellement, je trouve ça extrêmement intéressant. Magnifique question de moi, c'est M-O-H-A, moi je suppose. Magnifique question par rapport aux langues, Claudia. Ici en Belgique, il y a, on va dire, le français, le flamand, des fois même l'allemand, et on demande l'anglais en plus. Et des fois, en accédant au poste, on se rend compte qu'on n'a pas besoin de ces langues. Donc, ils se demandent pourquoi mettre sur l'offre d'emploi beaucoup de langues à parler, alors que réellement, on n'a pas besoin de ces langues. Oui. Alors moi, je me pose aussi la question. Pourquoi J'adore. Mais oui. Moi aussi, je me posais la question. Bon. C'est pour ça que j'ai trouvé cette question. Merci, moi, pour la question. Oui, maintenant, on va vous dire, on est en Belgique, on met les trois langues en avant, et l'anglais, pour un peu faire le chapeau de tout ça, effectivement, elles ne sont pas toujours utilisées. C'est aussi un des critères qui va sans doute permettre de faire un nettoyage dans les CV. Et puis voilà, on est dans un pays. On ne risque pas, Claudia, de passer à côté de CV très très intéressants uniquement parce que la personne. Parce que moi, par exemple, Claudia, je n'ai jamais étudié le néerlandais parce que j'ai étudié au Maroc tout simplement. J'ai eu mon bac au Maroc. Donc moi, ma deuxième langue, c'est le français, puis l'anglais, puis le néerlandais. Je n'ai jamais étudié. Je dirais, ça a été un frein pendant ma carrière parce que je ne parlais pas néerlandais. C'est juste une langue que je n'ai jamais étudiée. Oui. C'est un vaste débat. Je trouve que ce n'est pas toujours politiquement très correct la manière dont c'est fait. Oui, mais maintenant, vrai, si l'employeur a vraiment besoin de quelqu'un de parfaitement bilingue, je peux tout à fait comprendre. Il y a des postes où il faut être bilingue. Il y a des postes où il faut être bilingue et il y a des postes où il faut être où il vaut mieux être néerlandophone ou francophone. Et là, ça se justifie de la même manière qu'on pourrait vous demander de devoir parler italien ou espagnol parce que ça se justifie pour le poste. Maintenant, quand c'est un critère pour faire le tri ou voilà, ça peut se discuter, mais au même titre que
que l'apparence, ou vous voyez que d'autres critères plus subjectifs. On sait que dans notre pays c'est un vaste débat, et pas que pour l'employabilité et l'embauche. Donc oui. Tiens, l'apparence, ça m'intéresse. Vous avez dit le mot qu'il fallait. L'apparence, c'est aussi un paramètre à prendre en considération, Claudia. Alors j'ai lu une étude. Et j'avais oublié ce détail en préparant l'émission, qui disait qu'il valait mieux être en noir ou en bleu pour passer un entretien. Vous savez que j'aime bien mettre en doute les études. Je pense que en fonction du secteur, mais aussi de la culture, ça me semble un peu restrictif. Mais oui, l'apparence, c'est important. C'est subjectif. Je ne sais plus qui disait la dernière fois, donc voilà, la personne était jolie et de belle apparence, donc oui. Elle disait j'ai pas regretté mon choix en plus. Ouais, voilà, c'est ça, j'ai pas regretté mon choix. Donc bien sûr ça joue l'apparence, mais aussi allez, mettons-nous plutôt à la place et voyons le côté positif, à la place du candidat. C'est aussi une manière d'avoir confiance en soi et d'être sûr de soi, et de s'estimer, que de prendre soin de soi, de se respecter soi, de faire un effort pour l'interlocuteur. Il ne faut pas se déguiser. À mon sens, peut-être que la limite, elle est là. Vous avez envie d'un poste, vous vous sentez obligé de vous déguiser, on va le dire comme ça, pour l'avoir. Est-ce que ça veut dire qu'il vous correspond alors à 100%, si c'est vraiment ça qui va faire qui va faire la balance? Est-ce que ça veut dire que dans l'entreprise dans laquelle vous allez intégrer, par la suite, vous allez vous sentir bien, si déjà au moment du recrutement, ce n'est pas l'effort vestimentaire que vous faites, mais vous vous déguisez pour coller au poste? Personnellement, je ne pense pas. Mais ça augmente aussi notre valeur perçue. Ça, il n'y a rien à faire, Claudia, l'apparence. Oui, il y a quand même un minimum. Ça ne viendra à l'idée de personne d'aller, je ne sais pas moi, un pyjama pas lavé parce que vous voulez. Et aussi ne pas passer aussi à l'autre extrême, être trop, on va dire, sophistiqué ou trop habillé en marque, ou ça aussi peut laisser une mauvaise impression. Le plus, maintenant, sérieusement, le plus neutre possible. Voilà, c'est le neutre et que ça vous ressemble, j'ai envie de dire. Neutre et ça, oui, restez nous-mêmes, tout simplement. Claudia, je vais devoir prendre une courte page publicitaire et on se retrouve juste après la pause. Restez avec nous, vous êtes bien sur Arabelle. Arabelle Bien-être. 9h-10h, Arabelle Bien-être avec Manel sur Arabelle. On se retrouve pour notre rendez-vous quotidien 100% bien-être 9-10h sur Arabelle. On est essoufflé avec Claudia Jiménez, on a beaucoup dansé. J'adore Claudia. Alors, Claudia Jiménez, consultante, coach formatrice spécialiste du bien-être au travail. Choisir le bon candidat pour un poste, c'est le sujet d'aujourd'hui. Je vous rappelle que vous pouvez toujours participer à l'émission en envoyant vos questions, vos réactions par SMS au 0488 106 800, 0488 106 800. Alors Claudia, en réaction à ce que vous avez dit par rapport à l'expérience et par rapport à l'âge, je crois que ça a été mal compris. Donc j'ai Rose qui dit « Ce n'est pas vrai, ma mère, elle recherche un travail depuis 10 ans, elle n'a pas trouvé. » Parce que justement, pour elle, elle est à chaque fois refusée par rapport à son âge. Donc pour elle, on ne préfère pas de l'expérience ou les seniors. 10 ans maintenant, peut-être c'est une question aussi de... Oui, je n'ai pas dit qu'on préfère l'expérience. Ce que j'ai dit, il faut faire la différence. Je voulais juste dire, quand on parle senior, en entreprise, on appelle aussi senior les gens qui sont à un même poste depuis 10 ans ou 20 ans, et donc qui passent d'un statut de junior à un statut senior. Et donc on peut avoir, je ne sais pas, 40 ans ou 35 ans et être considéré comme senior à un poste et pas au niveau de l'âge. Maintenant, pour ce qui est des seniors comme décrit donc on sait tous, on dit à partir de 50 ans, voilà, c'est plus compliqué. Je rejoins. Malheureusement, oui, c'est encore un critère qui est utilisé pour mettre de côté certains CV. Oui, aujourd'hui, c'est encore
plus difficile, à nouveau pas pour tous les postes, mais de manière générale, et ça ne devrait pas l'être. C'est un large débat. Je pense personnellement que pour beaucoup de fonctions, l'expérience, même juste l'expérience de vie, peut être un apport pour l'entreprise et pour les nouvelles générations. Donc moi je dis engager des personnes d'un certain âge, avec ou pas de seniorité dans la fonction. Très intéressante question de Loubna. Donc elle dit elle a été recalée uniquement suite à un entretien par téléphone. Donc apparemment on l'a contactée par téléphone, puis plus jamais. Qu'est-ce que vous en pensez, Claudia? On prend le téléphone pour avoir un premier entretien pour faire le tri? Présenté comme ça me semble être la situation. Moi, ce que j'en pense, c'est même pas ce que j'en pense, c'est que j'ai envie de dire aux recruteurs, derrière, donc même si vous faites le marché de l'emploi et que vous recherchez des ressources, sachez que derrière sont des hommes et des femmes. C'est des gens qui cherchent du travail, donc quand même assurez-vous de les traiter en conséquence. Voilà ce que j'ai envie de dire. Claudia, je ne sais pas si vous pouvez, si c'est pas une question pour vous, pouvez dire non. Hein, donc c'est le oui/non c'est le oui/non. Non, c'est pas ça. Je voulais dire que vous pouvez refuser la question. C'est-à-dire que vous avez une préférence pour, c'est-à-dire est-ce que je peux aussi, en tant qu'employeur, prendre le téléphone, d'abord avoir une première impression par téléphone ou directement convoquer, voire avoir un contact physique direct? Comme employeur, les deux. Aujourd'hui, en plus, on est beaucoup en télétravail et en visio. Le fait de prendre d'être par téléphone ne me semble pas être un problème. À nouveau, ça dépend ce que vous allez dire par téléphone. Si c'est clairement les 3-4 questions qui vont faire qu'on a donné à quelqu'un et qu'on dit voilà, appelle, regarde 3-4 questions et comme ça c'est classé. Moi, ça me semble pas une manière de faire, mais pas plus en présentiel que par téléphone. Donc, si l'entretien est bien mené, bien structuré, si c'est un vrai dialogue, si ça apporte quelque chose, si ça creuse le CV et la personnalité, si c'est un réel premier entretien de recrutement, ça peut se faire par téléphone éventuellement. Et si elle rajoute, ça fait 2 semaines. 2 semaines pour dire qu'elle a été recalée ou refusée? Non, hein, Claudia. Elle a eu une réponse après 2 semaines pas ou de pas réponse, encore? pas de nouvelles. Pas de réponse. 2 semaines, c'est pas... 2 semaines, c'est long et c'est pas long. Aujourd'hui, on sait qu'il y a beaucoup de gens sur le marché. Donc voilà, encore un peu de patience, mais oui. Encore un peu de patience. Oui, encore un peu de patience. Et rien n'empêche non plus de retéléphoner et de demander du feedback. D'accord. Retéléphoner, je peux le faire 1 semaine après, 2-3 jours après? Combien de temps je peux, pour ne pas donner justement cette impression à l'employeur que j'en meurs d'envie? Assurez-vous de terminer le premier entretien en demandant une date. C'est aussi simple que ça. Donc souvent on l'oublie, mais rien n'empêche. Et d'ailleurs, moi je le conseille de dire voilà, est-ce que poser les questions, quelle sera la durée du processus? Est-ce qu'il y a beaucoup de candidats? Quand est-ce que je peux espérer avoir un feedback? Enfin, mettez le recruteur n'est pas le seul à devoir poser des questions. Vous n'êtes pas là dans un interrogatoire. Donc préparez l'entretien. Préparez vos questions aussi. Hein. Voilà, peut-être qu'il faut éclaircir ça. Quand je dis préparez-vous à l'entretien, c'est effectivement connaître l'entreprise, etc. Mais c'est aussi préparer vos questions. Vous n'êtes pas vous êtes dans un dialogue, donc préparez-vous aussi vos questions. J'adore. C'est pas un interrogatoire de police. C'est pas un interrogatoire voilà. Donc aussi préparer des questions. Claudia, j'ai encore beaucoup de questions. Mais on arrive déjà à la fin de cette émission, donc on va devoir faire une prochaine émission, si vous permettez. Donc je vais demander à nos auditeurs de rester connectés sur ma page Instagram. Je vais leur annoncer aussi la page Instagram d'Arabelle pour leur annoncer la prochaine date. Merci du fond du cœur, Claudia, d'avoir répondu à mes questions et aux questions des auditeurs. Merci beaucoup, Manel. Merci pour l'interactivité. Merci à tous. Et donc, oui, à très vite. Et merci pour la danse, surtout. Et merci pour... oui, vous avez vu que ça, c'est un des critères. Donc, on n'a pas parlé du critère physique, mais il semblerait qu'ici, la danse, c'est sur la grille d'évaluation, je pense. C'est une remarque qui revient souvent sur ma page Instagram. Manel, est-ce que tu choisis tes invités en fonction des personnes qui savent danser ou pas? Alors, je dis oui. Mes invités doivent savoir danser, c'est une des conditions.
on passe un examen, oui, c'est vrai. Merci du fond du cœur, merci de nous avoir écoutés. J'espère que vous avez eu votre dose de vitamines. N'oubliez pas que le bonheur vous rend plus belle et plus beau. Fréquentez les gens heureux, le bonheur est contagieux. Rendez-vous demain, 9h, pardon, lundi. Arabelle Bien-être. 9h-10h, Arabelle Bien-être avec Manel sur Arabelle.